Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu ce matin en audience Monsieur Barké Bari Moussa, ministre d'État, conseil spécial du président de la République du Togo. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude au président de la République qui a bien voulu me recevoir à mon arrivée ce matin. J'étais porteur d'un message du président de la République togolaise et ce message traite de la qualité des relations qui sont d'ailleurs excellentes entre nos deux peuples et nos deux dirigeants. Et nos deux dirigeants échangent toujours de façon régulière, puisque je suis venu ici plusieurs fois, pour voir comment renforcer un peu plus leur coopération sur tous les plans et contribuer ainsi à l'harmonie dans la sous-région et dans toutes les actions qui peuvent concerner notre sous-région. Le village de Bougoum dispose désormais d'un centre de santé intégré grâce aux efforts conjugués de la Fondation Tetali Yali, de la première dame Dr Malika Issoufou et le Croissant Rouge Qatari, preuve d'une promesse tenue inaugurée ce matin par la première dame Dr Malika Issoufou et réceptionnée par la ministre de la Santé par intérim. Ce CSI de type 1 vient soulager les souffrances rencontrées par les populations de cette bourgade en matière de soins de santé. Moumounigado, Mariam Dago. Chose promise, chose due. En effet, ce bâtiment flambant neuf, entièrement équipé, vient en réponse à un engagement pris il y a de cela 2 ans par la première dame Issoufou Malika aux populations de Bougoum, précisément les femmes devant parcourir une vingtaine de kilomètres pour accéder aux soins de santé. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour ce geste noble et je puis vous assurer que ce bâtiment ira aux bénéficiaires et qu'ils en feront un bon usage. Ainsi, à la Fondation Tetali Yali, c'est une satisfaction car cet engagement est aujourd'hui devenu une réalité. Je suis ce matin très fier et comblé d'assister à cette promesse tenue. Et il vous souviendra qu'il y a bientôt 2 ans que les populations de Bougoum, suite à une visite de poule que la présidente de la Fondation Tetali Yali a l'habitude de faire, discuter avec les femmes, recenser leurs problèmes, les populations de Bougoum ont demandé un centre de santé. Parce qu'en réalité, c'est cette logique des villages périphériques qui sont toujours engloutis par le gros centre. Bougoum est malheureusement dans cette situation où les femmes, pour accoucher, doivent aller souvent dans des conditions précaires à 15 km de route jusqu'à Niamey. Et docteur Issoufou Mahamadou Malika a vraiment répondu positivement à cet appel et elle s'est engagée à construire un centre de santé. Ce matin, on est là pour la réception de ce centre de santé entièrement équipé. C'est un fonds global de plus de 17 millions de francs CFA qui a été injecté dans la construction de ce joyau. Il est le fruit de la volonté de nos 2 structures d'œuvrer ensemble pour améliorer la situation sanitaire des populations nigériennes à travers la construction et l'équipement des centres de santé en vue de faciliter l'accès aux soins de santé primaires. Et nous osons espérer que cette intervention puisse servir de déclic aux autres intervenants, car malgré tous ces efforts, beaucoup reste à faire, tels les défis sont nombreux à relever. Le gouverneur de la région de Niamey, le maire du 5e arrondissement de Niamey ainsi que les populations bénéficiaires ont salué ce noble geste, résultat de la coopération entre la Fondation Tetali Yali et le Croissant Rouge Qatari. Il convient de souligner que cette cérémonie inaugurale a été sanctionnée par la distribution des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et allaitantes du village. La rentrée scolaire 2013-2014 au niveau du primaire, c'est dans quelques jours.
À Difa, les préparatifs vont bon train. Cette année, le taux de fréquentation des écoles s'est nettement amélioré grâce au recrutement en grand nombre d'enseignants contractuels et les salles de classe dont la région a bénéficié dans le cadre du programme du président de la République. Sidiko Abdou, Sahabi Omar. Créée en octobre 1992, la direction de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Difa comprend 3 directions départementales, des inspections, une école normale de formation d'instituteurs. La région totalise 934 établissements, 2486 classes, pour un effectif global estimé à plus de 65 000 élèves en fin 2013. 2805 enseignants, dont 2486 contractuels, sont chargés de dispenser les cours aux élèves. L'État nigérien, à travers le programme de construction des salles de classe du président de la République, ainsi que les partenaires de l'école, se sont investis dans la construction des infrastructures éducatives dans la région de Difa. Au titre de l'année 2011-2012, nous avons 321 salles de classe. Et donc, pour là, d'autres sont achevées, d'autres sont en cours d'exécution. Et là aussi, il faut noter que le mobilier de ces 321 salles de classe-là et le marché de ce mobilier est en cours. Et concernant le programme de 2012-2013, pour l'instant, nous avons 108 salles de classe et dont le marché est en cours d'exécution. Donc en plus de cela, il faut ajouter aussi l'effort de quelques partenaires qui nous ont aidés en équipement et en infrastructure équipement scolaire. À ce titre, nous avons une centaine de salles de classe qui ont été construites par l'AFD, le PRODEFA et le Fonds saoudien. Donc là aussi, c'est des classes qui sont complètement achevées et équipées. La construction et l'équipement des salles de classe ont beaucoup contribué à la scolarisation des élèves dans la région. Le taux brut global est passé de 59,77% en 2011 à 66,87% en 2013, soit une évolution de plus de 7%. Les jeunes filles représentent 49% de ce taux qui constitue un score appréciable pour une zone à caractère pastoral. Ces chiffres en nette progression ont été obtenus grâce à la contribution des COGES, les comités de gestion du patrimoine de l'école. Il y a eu des COGES au niveau des écoles et les COGES a accouché la fédération communale donc qui réunit tous les COGES de la commune urbaine de Difa. Donc les missions qui sont dévolues, c'est vraiment la coordination des activités de COGES et le patrimoine, comme je l'ai dit, de l'école. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Niger, dès qu'on parle des rentrées, il y a les fournitures, il y a les classes qu'il faut construire, qu'elles soient en période ou en matériel définitif. Ça veut dire qu'il y a une partie qui revient à la charge des parents. La construction des classes en matériel définitif a contribué à l'amélioration de la qualité de la scolarisation au niveau de la commune urbaine de Difa. Les villages qui n'ont pas bénéficié des classes en matériel définitif, ils ont bénéficié et ils ont vraiment donné les enfants, ils ont inscrit les enfants. Ça veut dire que ça a beaucoup contribué à la scolarisation chez nous à Difa. La région de Difa est très avancée dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014 au niveau primaire. Nous avons déjà commencé par la première étape qui est d'abord d'étudier les départs de la région, c'est-à-dire les différentes demandes des enseignants qui ont demandé à quitter la région. Nous avons étudié ça, nous avons fait une commission, on a étudié, on a envoyé. La deuxième phase, c'est l'orientation des élèves nouvellement admis au BPC. Nous avons tenu la commission et nous attendons incessamment que la décision sorte et qu'on dise à chacun qui est orienté dans telle ou telle école. La troisième phase, c'est la commission de passage et de doublement exclusion. Cette commission aussi a été tenue au titre de la région, donc nous avons fini ces 3 phases-là. Maintenant, ce qui reste, il reste à tenir le conseil régional. Tout est mis en œuvre pour une bonne rentrée scolaire 2013-2014 dans la région de Difa. Les infrastructures scolaires construites par l'État et ses partenaires dans la région de Difa ont beaucoup contribué à améliorer la scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, les parents acceptent d'envoyer leurs filles à l'école et cela grâce à une campagne de sensibilisation menée par les autorités administratives et coutumières. Nous retrouvons Sahabi Oumarou et Sidiko Abdou.
À Difa, les filles fréquentent l'école plus que les garçons au primaire. Cela est dû à une vaste campagne de sensibilisation engagée par les autorités administratives et coutumières à travers l'appui des partenaires au développement. Chez nous, c'est la sensibilisation. On fait participer, surtout avec la décentralisation. Dans le conseil municipal, on trouve des femmes. À chaque session, pardon, on essaie d'introduire le volet éducation. Et surtout, c'est quoi? C'est l'information, la sensibilisation, les bienfaits de l'école, de l'éducation, tout ça, on leur donne. Et surtout, on fait participer les jeunes filles qui ont eu la malchance, bon, pour moi, j'ai la malchance de se marier tôt, qu'on prend un exemple et qu'elles viennent expliquer à leurs sœurs. Parce que nous, bon, on ne peut pas rassembler des femmes pour vraiment nous adresser à elles, mais quand même, à travers ces conseillères, en les sensibilisant, elles forment l'information, elles donnent l'information et la sensibilisation. Surtout, c'est la sensibilisation qui est à la base de la bonne fréquentation. Les familles acceptent d'envoyer leurs filles à l'école à l'image de cette mère de famille. Aujourd'hui, c'est grâce aux multiples sensibilisations que les ONG et les autres partenaires nous apportent qu'on est arrivé à comprendre l'importance de l'éducation de la jeune fille. C'est pour cela qu'on inscrit massivement nos filles à l'école. En plus, avec la contractualisation de l'éducation, on a compris que nos filles peuvent trouver du travail. Une fois instruites et mariées, elles peuvent aider leur mari dans la gestion du foyer. Ça nous décharge de l'assistance qu'on leur apporte puisqu'elles peuvent se prendre en charge elles-mêmes. En matière de renforcement des capacités, 434 enseignants contractuels de l'éducation sont en formation continue grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, une formation très bien appréciée par les enseignants. Ça nous apporte beaucoup de choses. Premièrement, nous allons apprendre pour pouvoir améliorer les formations que nous donnons aux petits-enfants. Cette formation a été pour moi une bonne occasion parce que je suis venue pour apprendre à faire la préparation, à évaluer, à se comporter devant mes élèves. C'est une formation qu'on attendait de lors. Très heureusement, ça arrive au moment voulu et elle nous rapportera beaucoup de techniques pour bien mener nos activités, arriver là-bas dans nos écoles. Sur le même registre, à noter cette visite effectuée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans plusieurs services rattachés à son département ministériel. Visites qui ont permis au ministre Asman Abdou d'avoir d'amples explications sur le fonctionnement de ces services. Issouf Samaïla, Nanklodo Ousmane. Première étape de cette visite, l'ANAB, Agence nigérienne des allocations et des bourses, un service qui joue un rôle capital dans les enseignements supérieurs. Raison de plus, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, de s'attarder sur les explications données par les responsables de l'agence. Partout où il est passé, le ministre a été édifié sur la contribution des différents services. Sur place, Asman Abdou a instruit le directeur général de l'ANAB d'accélérer le processus de paiement des allocations et de l'aide sociale des étudiants le plus tôt possible. La seconde étape de la visite du ministre, l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, un service qui a été présenté par le directeur de l'Office. Après toutes ces visites, le ministre s'est dit satisfait. Au niveau de l'ANAB, on a vu les réels auxquels ils étaient confrontés, sur lesquels ils sont en train de s'acharner pour trouver des solutions adéquates. Le problème essentiel qui a guidé en fait cette visite, c'est de voir les conditions d'abord, les conditions de vie et de travail, dans lesquelles nos services rattachés à deux sont. Et honnêtement, c'est très satisfaisant. Honnêtement, oui. Donc au niveau de l'ONEX, ça va, il n'y a pas de problèmes majeurs qui sont soulignés. Et là, on ne peut que sortir complètement réconforté. Notons par ailleurs que le ministre a demandé aux différents responsables de communiquer
afin que les étudiants s'imprègnent de l'importance et les possibilités qu'offrent ces services. La ministre déléguée au développement industriel poursuit elle aussi sa série de visites dans les unités industrielles de la communauté urbaine de Niamey. Ce matin, Mme Kafa Christelle Jacou s'est rendue dans 5 sociétés de la place Sidi Abdou, Djouari et Siaka. Au cours de cette visite, le constat est presque le même partout. Dans les unités industrielles, à production agroalimentaire et chimique ou textile et cuir et brasserie, on a assisté à une présentation qui est suivie par une visite des sites. Les difficultés évoquées sont similaires. Il s'agit entre autres de la concurrence déloyale, la fraude, les activités informelles, les frais de logistique élevés, les difficultés d'approvisionnement en matières premières, des fortes tensions de trésorerie, par exemple à Unilever, qui court un réel risque si rien n'est fait. Des taxes élevées qu'elle n'arrive pas à régler. Il faut également noter les coupures d'électricité qui entravent le bon fonctionnement et entraînent une consommation de gasoil pour faire fonctionner les groupes électrogènes. À Unitex, société du textile et cuir, société qui faisait la fierté du Niger, se retrouve aujourd'hui dans les difficultés, car elle est confrontée à la concurrence déloyale et les difficultés d'approvisionnement en matières premières. Cependant, malgré tous ces problèmes cités, d'autres arrivent à sortir la tête de l'eau. On peut citer la Braniger, l'Aban et la Société de transformation agroalimentaire, STA, qui en si peu de temps a pu asseoir une unité promoteuse pour l'avenir. Au chapitre des ateliers, notez cet atelier de validation de l'avant-projet de décret portant comptabilité des matières et de la vulgarisation de la directive UMOA et relative, c'est ce matin à Niamey, sous la présidence du ministre délégué au budget. Précision, Askou Jibrila, Mamoudou Idrissa Mega. C'est sous le haut patronage du ministre des Finances que la Direction générale du patrimoine de l'État a organisé cet atelier de validation de l'avant-projet de décret portant comptabilité des matières et de la vulgarisation de la directive UEMOA et relative. Un mécanisme qui vise une meilleure maîtrise des dépenses publiques, a déclaré le ministre délégué au budget. Le souci d'une maîtrise de la dépense publique nous impose des exigences dont, entre autres, une politique rationnelle et hardie de la gestion des biens appartenant à l'État. Au Niger, certes, des textes ont été élaborés dans ce cadre, notamment les décrets 74-311 du 6 décembre 1974 portant réglementation de la comptabilité générale des matières appartenant à l'État. En outre, les points de vue institutionnels des structures comme la direction des ressources financières et du matériel au sein des ministères ont été créés afin de permettre une tenue correcte de cette comptabilité à l'instar de celle des deniers publics. Mais force est de constater que la gestion des biens de l'État et ses démembrements laissent encore à désirer. Les assises du présent atelier traduisent la volonté de haute autorité de notre pays en œuvre conformément au calendrier établi, les dispositions de la directive numéro 3/2012-CM IMOA du 29 juin 2012, citée plus haut. Il faut rappeler que c'est le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA qui a adopté en juin 2012 à Dakar le dit projet de directive. Un projet que le ministère des Finances du Niger compte mettre d'ores et déjà en application en vue d'une bonne gestion des biens publics. À l'occasion de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur au Niger a offert hier soir une réception au Grand Hôtel du Niamey. Plusieurs invités, parmi lesquels les membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique et de la société civile, ont rehaussé l'éclat de la cérémonie par leur présence. Djouari Siaka, Amaniseni. Après ces décimes, les diplomates saoudiens ont saisi cette occasion pour rappeler
les liens qui existent entre le royaume saoudien et la République du Niger. Des liens de coopération qui sont traduits par une assistance quasi permanente à l'endroit du Niger. On peut citer entre autres l'assistance humanitaire accordée à notre pays en cas de crise alimentaire et autres catastrophes naturelles. Des pays frères liés aussi par l'islam. Après son discours de bienvenue, le diplomate a reçu les félicitations des différentes personnalités, après quoi les invités se sont retrouvés autour d'un dîner offert pour la circonstance. La compagnie nigérienne Air Niamey a effectué ce matin son premier vol avec 517 pèlerins à bord. Ce décollage est intervenu aux environs de 2 heures du matin à l'aéroport Djori Hamani de Niamey. Abdoulaye Hamidou, Gérard Abdelaziz. Air Niamey a bien voulu anticiper le transport de ces 2000 candidats au Hajj dimanche dernier, 22 septembre, veille de la date que la compagnie a annoncée. Mais l'avion de Medvu qu'elle a affrété a atterri à l'aéroport Djori Hamani le jour J, c'est-à-dire le 23 septembre, donc hier. Et pour d'autres raisons indépendantes également de la volonté de Air Niamey, c'est à 23h45 que le départ sera programmé. Mais pour certaines raisons toujours indépendantes du vouloir de la dite compagnie, notamment l'intensité du trafic aérien qu'a connu l'aéroport, c'est finalement à minuit que les 517 candidats au Hajj seront autorisés à embarquer. L'attente fut longue pour les futurs pèlerins et pour le personnel d'Air Niamey certes, mais au bout du compte, c'est le soulagement. Ils nous ont fait déplacer depuis hier. On est là, on a dormi hier. Mais alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu quand même. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que les pèlerins puissent partir le 23 comme prévu. Même si c'est avec un peu de retard, nous nous excusons auprès de ces pèlerins, auprès des agences de voyage qui ont bien voulu nous faire confiance. Et aussi, nous souhaitons qu'ils fassent un bon vol, qu'ils fassent un bon Hajj et qu'ils nous reviennent en bonne santé. Le retard accusé n'entachera en rien les engagements pris par Air Niamey auprès du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho. Il y aura un vol par jour à raison d'intervalles réguliers d'environ 13 heures. Donc ça va être du back-to-back comme on appelle en aviation. Aussitôt l'avion arrivé à Médine, après 2 ou 3 heures d'escale technique, il reviendra à Niamey prendre la prochaine agence selon la programmation que la commission d'organisation du Hajj a établie. Le premier vol d'Air Niamey a quitté aux environs d'1h50 pour Médine. Le second interviendra ce soir même. Plan Niger, en partenariat avec l'Union européenne, vient de faire don d'un important lot de matériel à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Le compte-rendu de la cérémonie de réception avec Baroukoba et Pascal Sessou-Gauthier. C'est dans le cadre du projet de lutte contre le mariage précoce dans la région de Dosso que Plan Niger, en collaboration avec la délégation de l'Union européenne au Niger, a procédé ce matin à la remise d'un lot de matériel à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. D'un montant de 13 millions de francs CFA, ce don est constitué de matériel électroménager, de fournitures scolaires, de matériel de bureau et des t-shirts. Il facilitera sans nul doute à l'ONG dans la recherche du mieux-être des femmes et des enfants. C'est un projet, comme l'a si bien dit la présidente de l'ONG SOS, de lutte contre le mariage précoce à Dosso. Et c'est dans ce sens que nous avons jugé utile et même nécessaire de mettre à la disposition de notre partenaire de mise en œuvre de ce projet un lot de matériel qui leur facilitera certainement la tâche dans la conduite de leur mission dans le cadre de ce projet. Et ce lot est constitué de téléviseurs, de groupes électrogènes, de DVD, d'ordinateurs, d'imprimantes. Beaucoup de plaidoyers, d'actions de sensibilisation, d'information et de communication ont été nécessaires pour l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales pour parvenir à ces objectifs. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a pour rôle d'assurer la conception des modules de formation et de sensibilisation sur le mariage précoce et les violences basées sur le genre, les guides d'animation et les dépliants portant mention du projet et des bailleurs.
la traduction du matériel de formation, la reproduction des pages folles de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, la formation des gouvernements scolaires POGES et AME sur les droits des filles et les méfaits du mariage précoce, la formation des groupes des jeunes sur les droits des filles, le mariage précoce et la santé reproductive, la formation des groupements des femmes sur les risques et les conséquences liées au mariage précoce. Le coordonnateur régional de l'initiative 3N d'Agadez a été officiellement installé dans ses fonctions. C'était en présence du gouverneur de la région Garba-Mekiddo et une mission du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Détail H. Mohamed Ibrahim Marikou. Le processus devant aboutir à la mise en place de l'initiative 3N et ses démembrements à l'intérieur du pays se poursuit normalement. C'est ainsi que le coordinateur régional de l'initiative 3N au titre de la région d'Agadez, Dr Koso Matakeilou, a solennellement pris fonction hier au terme d'une cérémonie qui a regroupé autour du gouverneur de la région les membres de mission du Haut Commissariat à l'initiative 3N et l'ensemble des directeurs régionaux. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekiddo, a réaffirmé sa disponibilité et celle des autorités administratives et municipales d'Agadez de tout mettre en œuvre pour permettre de fédérer ce cadre de concertation au système existant autour de cette stratégie en étroite collaboration avec le coordinateur régional. Dans un exposé fort détaillé, le chef de mission du Haut Commissariat à l'initiative 3N, M. Saleh Mahamadou, directeur de mobilisation sociale et renforcement des capacités à l'initiative 3N, a surtout indiqué que la mise en œuvre de cette stratégie a été rendue indispensable par les déficits de gouvernance dus à la fragmentation des différentes stratégies expérimentées dans notre pays. Une situation marquée par l'absence de mémoire qui centralise les efforts. C'est pourquoi le directeur de mobilisation sociale et de renforcement des capacités à l'initiative 3N a beaucoup insisté dans son intervention sur l'importance de cet acte qui constitue la présentation du coordinateur à tous les acteurs et collaborateurs avec qui il doit travailler, mais aussi de poser les problèmes de manière à assouplir les craintes institutionnelles que certains peuvent penser en lien avec le rôle qu'il aura joué. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'il sera là en coépouse ou en doublon par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Le moins qu'on puisse avancer au terme de cette présentation, qui a bien voulu décliner le rôle du coordinateur régional de l'initiative 3N, notamment les rapports qui doivent exister entre lui et les autorités régionales, dont il sera placé sous tutelle, et les autres démembrements de l'État, toute l'assistance a compris qu'il ne va pas faire le travail de quelqu'un et qu'il va faire un travail effectivement voulu et très important pour la région. Ouverture la semaine dernière à Difa des travaux de l'atelier de formation des conseillers régionaux sur l'élaboration des outils de pilotage. C'est le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie. Abdraman Aboukari, Abdraman Mazou. La cérémonie d'ouverture de cette session de formation des formateurs et des acteurs de la protection sur le socle de la politique nationale de protection sociale au Niger s'est déroulée sous la présidence du secrétaire régional de la région, M. Hassan Ardoïdo. C'était en présence du premier vice-président du conseil régional, des autorités administratives et communales, des cadres régionaux civils et militaires, du coordonnateur national de la protection sociale, M. Ide Diarmakoy, et des représentants des différentes structures de la société civile, ONG, associations de développement. L'occasion donc pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Hassan Ardoïdo, en ouvrant les travaux de cette formation, de rappeler de prime abord les différents principes fondamentaux liés à la thématique protection sociale. En effet, a-t-il souligné, la protection sociale est un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle est aussi considérée comme un outil essentiel pour faire reculer la pauvreté et couvre également plusieurs dimensions complémentaires comme la défense des droits, le développement humain, la croissance économique, la démocratie et la sécurité. Bref, un maillon important dans tous les efforts visant la réduction de la vulnérabilité socio-économique tout en favorisant le bien-être social. Cependant, M. Hassan Ardoïdo n'a pas manqué de rappeler à l'assistance un certain nombre d'indicateurs qui ont amené le ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant à élaborer cette politique.
dont entre autres un fort taux de pauvreté avec des disparités par milieu de vie, une insécurité alimentaire devenue chronique, un état nutritionnel précaire, un accès inéquitable aux services sociaux et infrastructures sociales de base, un faible accès à l'emploi et au travail décent. La protection sociale, a-t-il indiqué, offre donc une vision et des perspectives à long terme pour la création progressive d'un système cohérent et intégré de protection tout en identifiant les objectifs, les priorités d'action et les mécanismes pour la mise en place des mesures spécifiques à travers des programmes d'action cohérents. C'est pourquoi M. Hassan Narouido n'a pas aussi manqué de rappeler à tous les acteurs le rôle qu'ils doivent désormais jouer pour assurer la mise en œuvre efficiente et efficace de cette stratégie. Signalons qu'auparavant, peu après le discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, le coordinateur national de la protection sociale, M. Idéjar Makoy, est intervenu pour d'abord féliciter et encourager tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette formation avant de situer le processus ayant conduit à l'élaboration de cette politique et la place qu'occupe la société civile dans sa mise en œuvre effective. Les acteurs locaux, les ONG, les élus locaux et les autorités coutumières de la région de Dosso sont aussi en formation. Ils sont formés sur les outils d'intégration de la dimension des changements climatiques dans les plans de développement communaux. Salamatou Adamou, Habibou Garba. À l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire exécutif par intérim du Centre national de l'environnement pour un développement durable a mentionné dans son discours introductif que les questions de changement climatique constituent une préoccupation mondiale et particulièrement pour le Niger. L'objectif de cette formation est d'acquérir des connaissances en vue de contribuer à la résilience des populations face aux effets néfastes des changements climatiques. Plus spécifiquement, il s'agit de former les acteurs locaux que vous êtes sur l'intégration de la dimension changement climatique dans les plans de développement communaux et autres documents de politique stratégique. C'est pourquoi le secrétariat exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, en application des dispositions du décret numéro 057 du 21 janvier 2011, lui conférant la mission, entre autres, de veiller à l'intégration des changements climatiques dans les politiques, stratégies et programmes de développement et de mobiliser les fonds liés au changement climatique et à l'adaptation, à élaborer des outils d'intégration de la dimension changement climatique dans les plans de développement communaux, politiques et stratégies sectorielles. Procédant à l'ouverture officielle des travaux de cet atelier, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a d'abord rappelé l'objectif général du projet Pana Résilience avant de revenir sur ceux du présent atelier. Comme vous pouvez le constater, le projet Pana Résilience constitue la première étape vers l'adoption de l'approche programme en matière d'adaptation au changement climatique au Niger, car il contribuera à la mise en œuvre de l'initiative 3N, axe majeur du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État. À cet égard, je demande à l'ensemble des acteurs ici présents de jouer pleinement leur rôle pour atteindre les résultats souhaités par le projet au profit de nos laborieuses populations. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers du projet Pana Résilience, notamment le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial FEM. Cette cérémonie d'ouverture a été immortalisée par le cadrage d'une photo de famille. Notre atelier, toujours à Dosso, cette fois-ci sur le changement et sur le renforcement des capacités des conseillers régionaux sur les outils de pilotage. Ali Hashimou, Mourabdou. Tout en souhaitant la chaleureuse et cordiale bienvenue aux participants, le président du conseil régional de Dosso, Hima Moukela, a d'entrée de jeu remercié le projet d'appui au processus de la décentralisation, le centre de formation en gestion des collectivités territoriales et le ministère de l'Intérieur qui ont initié la présente formation avant de revenir sur l'importance dont elle rêvait pour les conseillers régionaux. Avec de tels ateliers, nous voudrions voir émerger une nouvelle génération de femmes et d'hommes de toutes les tendances ayant les aptitudes et les compétences nécessaires pour susciter un changement de comportement et de vision dans notre société en général. Nous voulons donc des femmes et des hommes qui puissent représenter valablement notre région partout où de besoin, parce que bien informés et formés.
Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de Dosso, Seydou Zataou Ali, a laissé entendre que ces travaux visent à initier les conseillers régionaux à élaborer des outils de pilotage tels que le règlement intérieur, le plan d'action et les tableaux de bord. Il vise également à bien maîtriser le processus d'élaboration de ces outils. Le gouverneur de la région de Dosso a souligné au passage que les autorités de la 7e République ont placé au centre de leur action la décentralisation comme étant un puissant levier de développement, de démocratie et surtout porteuse d'espoir pour le peuple nigérien. Depuis juillet 2004, notre pays s'est résolument engagé dans le processus de transformation politique et institutionnelle ayant placé au centre de son action la décentralisation comme puissant levier et facteur de promotion du développement et de démocratie. En choisissant cette option, les plus hautes autorités de notre pays, au rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont la ferme conviction que la décentralisation est porteuse d'espoir pour nos populations quant à leur pleine participation à la gestion de leurs affaires locales. À l'évidence, ces paris ne sauraient se réaliser sans, entre autres, une véritable dynamique de renforcement des capacités de tous les acteurs afin de les amener à comprendre, appréhender toute la portée et l'étendue de leurs responsabilités et ce faisant leur permettre de les assumer avec conviction et efficacité. Sachez avant de terminer que cet atelier de formation regroupe, outre les conseils régionaux élus, les chefs coutumiers, membres de droit au conseil régional de Dosso et d'Urira, en principe 72 heures. À Tillabéri se sont ouverts hier les travaux de notre atelier sur l'alphabétisation fonctionnelle qui vise à amoindrir l'extrémisme violent. 150 jeunes de la région bénéficieront de cette formation organisée par le PDF2 avec l'appui de l'USAID. Organisé par le programme USAID PDF2 Tillabéri en collaboration avec l'ONG Vikandanibera, cette formation en alphabétisation concernera 150 jeunes et adultes de la région de Tillabéri. Elle durera 6 mois et abordera sur l'initiation des apprenants en alphabétisation fonctionnelle en germain et en français, le renforcement des capacités sur les notions fondamentales de gestion administrative et financière, de micro-projets et micro-entreprises et le renforcement des capacités sur la résilience à l'extrémisme violent. Dans le discours qu'il a prononcé, le gouverneur de la région de Tillabéri a indiqué que cette formation cadre parfaitement avec les idéaux des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui a fait de la formation des adultes un de ses axes prioritaires afin de permettre à ces jeunes lettrés d'initier et gérer leur propre micro-entreprise pour faire face aux multiples défis qui les assaillent. Pour Assimiou Diabiri, en renforçant leurs connaissances en matière de gestion administrative et financière de leurs micro-projets et la lutte contre l'extrémisme violent dans leurs communautés respectives, ils participeront sans nul doute à la lutte contre l'insécurité résiduelle et la promotion du développement au niveau de leurs communes. C'est pourquoi il les a exhortés à être assidus et actifs pour une meilleure appropriation des connaissances qui leur seront dispensées. Assimiou Diabiri a réitéré ses sincères remerciements à l'USAID PDF2 pour les actions multiples qu'il ne cesse de mener pour assurer l'épanouissement de nos laboureuses populations. Intervenant pour sa part, le coordinateur régional de l'USAID PDF2 a dit que cet appui constitue un modeste geste de l'engagement de son organisation dans l'accompagnement de l'éducation non formelle dans leur commune d'intervention afin d'encourager les jeunes et les adultes à la formation, à l'auto-emploi et à la lutte contre l'extrémisme violent dans leurs communautés respectives. Issaka Salifou a rappelé l'objectif poursuivi par l'USAID PDF2 et les importantes actions menées sur le terrain depuis le démarrage de ses activités en août 2012. Le chargé de programme de l'ONG Vikandanibera a quant à lui salué la franche collaboration qui existe entre son ONG et l'USAID PDF2 avant de réaffirmer l'engagement de l'ONG Vikandanibera à faire montre de professionnalisme et de disponibilité dans la conduite de la présente action et à développer convenablement un partenariat productif avec l'État à travers ses services déconcentrés. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri se réjouit du choix de sa commune pour abriter la présente cérémonie. La politique nationale de la protection sociale au Niger était au centre d'un atelier à Difa. Cette rencontre durera 2 jours. Abdraman Mazou, Abdraman Mboukari. La cérémonie d'ouverture de cette formation intervenue mercredi dernier dans la salle de réunion de la Maison des Jeunes et de la Culture de Difa s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la région, M. Hassan Ardoïdo. C'était en présence du conseiller au Conseil d'État
du conseiller technique du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité publique et des affaires coutumières et religieuses, du deuxième vice-président du conseil régional, des chefs traditionnels et chefs religieux, ainsi que les membres du conseil régional. Intervenant à son tour, le secrétaire régional de la région de Difa, M. Hassan Ardo, a d'abord exprimé tous ses remerciements à l'endroit des conseillers régionaux pour la forte mobilisation autour de cette rencontre, preuve de l'intérêt qu'ils accordent au processus de décentralisation et à la poursuite réussie de sa mise en œuvre, a-t-il souligné, avant de rappeler que depuis 2004, le Niger s'est résolument engagé dans le processus de transformation politique et institutionnelle ayant placé au centre de son action la décentralisation comme puissant levier et facteur de promotion, de développement et de démocratie. En choisissant cette option, a indiqué M. Hassan Ardo Ido, les plus hautes autorités nigériennes, au rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont la ferme conviction que la décentralisation est porteuse d'espoir pour nos populations quant à leur pleine participation à la gestion de leurs affaires locales. À l'évidence, a-t-il fait remarquer, ce pari ne saurait se réaliser sans, entre autres, une véritable dynamique de renforcement des capacités de tous les acteurs afin de les amener à comprendre et à appréhender toute la portée et l'étendue de leurs responsabilités et, ce faisant, leur permettre de les assumer avec conviction et efficacité. C'est donc dans cette nouvelle dynamique de renforcement de capacités que le programme des Nations Unies pour le développement, à travers le Centre de formation en gestion des collectivités territoriales, a jugé nécessaire d'appuyer le gouvernement de la République du Niger par le financement de plusieurs ateliers de formation des élus locaux, dont celui-ci a précisé le secrétaire régional de la région de Difa, avant d'exhorter par conséquent les participants à avoir une écoute attentive et soutenue pour tirer le meilleur avantage des différents enseignements et surtout d'en faire bon usage dans l'intérêt supérieur de nos vaillantes populations. Au Nigeria, les rideaux sont tombés sur le championnat africain RTL Jeunes Talents de football. Les jeunes Nigériens ont remporté la coupe et une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ils ont été triomphalement accueillis hier à l'aéroport de Niamey. Moussa Nouma, Salamatou, Amadou Jipo. Où que tu sois, nous te retrouverons. C'est la devise de RTL Jeunes Talents. RTL Niger a trouvé ces jeunes talents, ces jeunes qui ont représenté le Niger au championnat africain RTL Jeunes Talents et qui ont remporté la coupe en battant la Zambie au tir au but par 8 à 7. Vu le rythme des matchs, ils ont fait 6 matchs en 6 jours avec 6 victoires, dont 26 buts marqués. Donc ils sont battus pour remporter cette coupe-là. Ils étaient attentifs sur toutes les consignes. Et ils étaient concentrés. Et je crois que c'est le mot clé, en tout cas, qu'il nous a fallu cette victoire-là. En tout cas, nous remercions le bon Dieu, en tout cas, pour réitérer, en tout cas, cette victoire-là. Nous l'avons gagnée au Kenya l'année dernière. Cette année, nous avons remporté également au Nigeria. Les jeunes ne cachent pas leur satisfaction pour la confiance qui leur a été accordée, mais aussi pour ce trophée, et n'ont pas manqué de remercier RTL Niger. Vraiment, on remercie d'abord le bon Dieu de nous avoir fait gagner ce deuxième trophée-là consécutif. Et on remercie RTL d'avoir organisé ce tournoi pour au moins détecter des jeunes talents cachés dans les pays. La compagnie de téléphonie mobile RTL Niger, en fait, de par ses objectifs, s'est aussi donné la mission d'aider les jeunes pour un développement rayonnant. Et ce développement passe bien des fois par le sport. Le beau jeu a été partagé avec tout le monde. Et cette coupe, je pense que ce n'est juste qu'un début. Et c'est la graine que nous voyons en fait du football nigérien. Et que nous, RTL, on est fiers en fait d'être à l'honneur de cette victoire. Après l'accueil plein de chaleur à l'aéroport, la délégation s'est rendue à la Fédération nigérienne de football où, en collaboration avec la compagnie de téléphonie mobile RTL Niger, il a été donné à l'honneur de ces jeunes talents une fête grandiose. À noter que la délégation a été reçue par les ministres en charge des sports et celui de la communication. Nous retrouvons Issoufou Noumou et Salamatou Amadou Jipo.
Le Niger, 2 fois successivement champion d'Hertel Jeunes Talents, après le Kenya, les jeunes talents d'Hertel Niger ont décroché la coupe au Nigeria pour l'édition 2013 du championnat d'Afrique Hertel Jeunes Talents. La sélection faite suite au championnat national organisé par Hertel Niger s'est brillamment défendue parmi 16 pays. Ils ont battu le Nigeria au tir au but, 7 buts contre 6. Ensuite, nous sommes allés en finale, comme l'année passée, face à l'équipe nationale de la Zambie. Je dis bien l'équipe nationale de la Zambie. Nous sommes allés en finale au tir au but et nous les avons gagnés. Là aussi, 8 buts à 7. En recevant la coupe, le ministre en charge des sports s'est dit satisfait de la prestation des jeunes. Il leur a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA et a réitéré le soutien de son ministère pour le développement du football à la base en particulier et de tous les sports en général. Nous pensons que la Fédération nigérienne de football, plus Hertel et le ministère, nous pensons que nous aurons des beaux jours devant nous. Parce que tout simplement nous avons à l'esprit de mettre en place un certain nombre de chantiers et de réformes à même de permettre au Niger d'être sur le podium pendant au moins une décennie. La tournée des jeunes s'est poursuivie avec la rencontre au niveau du ministre en charge des télécommunications. Le ministre a remercié les jeunes pour le résultat, mais aussi et surtout Hertel Niger pour toutes les actions qu'elle mène en faveur de la population en général et des jeunes en particulier. Au nom du gouvernement de la 7e République et du chef de l'État, nous tenons à réitérer, monsieur le directeur général, tout notre soutien. D'abord à Hertel Niger. À chaque fois qu'il y a des besoins, nous n'allons ménager aucun effort pour venir dans vos locaux, dans les stades, dans les arènes, pour vous apporter notre soutien. Le directeur général d'Hertel Niger, qui a aussi reçu les jeunes champions, a tenu à rappeler la mission de cette compagnie de téléphonie mobile et a expliqué que Hertel Jeunes Talents entre dans la droite ligne de la mission que s'est assignée Hertel Niger. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va poursuivre des expériences passées pour voir comment bâtir demain après demain. En 2015, Inch'Allah, si on a le Niger qui organise la Coupe d'Afrique des moins de 15 ans, avec l'appui du gouvernement, que cette préparation des 3-4 dernières années nous assure que la Coupe reste au Niger. L'exploit de ces jeunes augure des lendemains meilleurs pour le football nigérien et Hertel Niger prévoit des perspectives prometteuses. Voilà, messieurs, mesdames, ce sera tout pour ce qui est de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé5.